si Marine Le Pen ou M. Bardella arrivent au second tour de l'élection présidentielle et gagnent l'élection présidentielle, c'est toute l'Europe qui bascule dans le camp des populistes. Et vous savez qui dirigera la France ? M. Trump. Dans exactement un an, un peu plus d'un an, M. Trump, donc vous feriez le choix de Jean-Luc Mélenchon en accord avec M. Poutine, eh bien cette France-là, je n'en veux à aucun. Vous feriez le choix de Jean-Luc Mélenchon ? J'exclus cette possibilité parce que je ne crois pas du tout que ce soit une hypothèse qui soit susceptible d'être gagnante. Mais vous voyez bien que dans ce combat-là, il faut que nous dépassions les boutiques politiques. Dans ce combat-là, il faut que nous soyons capables de nous reconnecter. On voit l'Amérique qui a perdu sa boussole historique, sa boussole géographique, sa boussole de valeurs. Eh bien, retrouvons une boussole française. Monsieur le Premier ministre, nous avons des références. Le 3 avril 2026, sur la chaîne LCI, Dominique de Villepin a livré une interview marquante qui pourrait bien changer votre manière de voir la situation mondiale actuelle. Face à Darius Rochebin, le ton est grave, les mots sont pesés, mais le message est clair. Le monde est en train de basculer. Dès les premières minutes, Villepin pose un constat inquiétant. Selon lui, nous assistons à la fin progressive d'un ordre international basé sur le droit. Ce qu'il décrit, c'est un retour brutal à la loi du plus fort, où les grandes puissances imposent leur volonté sans véritable contrepoids. Une analyse qui fait froid dans le dos, surtout dans un contexte où les tensions ne cessent de monter à travers le globe. Mais ce qui frappe encore plus, c'est sa vision de l'Europe. Pour l'Union européenne, le constat est sévère. Elle serait aujourd'hui trop dépendante, trop effacée sur la scène internationale. Villepin parle même d'un manque de courage stratégique, dénonçant une incapacité à défendre une ligne réellement indépendante face aux grandes puissances comme les États-Unis ou la Chine. Et puis vient le cœur de son message, le danger d'un embrasement global. Il évoque notamment les tensions croissantes au Moyen-Orient, pointant du doigt un enchaînement de crises qui pourrait dégénérer à tout moment. Pour lui, nous sommes assis sur une poudrière, et personne ne semble vraiment en mesure de désamorcer la situation. Face à cela, Dominique de Villepin appelle à un réveil de la France, qu'il souhaite voir redevenir une voix forte, indépendante, capable de proposer une alternative diplomatique crédible. Il insiste sur la nécessité de retrouver une vision, une ambition, presque un destin. Et derrière ces prises de position, une question se dessine en filigrane. Quel rôle veut-il jouer dans les années à venir ? À l'approche de 2027, ses interventions médiatiques se multiplient et son discours semble de plus en plus structuré, comme une préparation. Alors, simple analyse lucide ou véritable signal politique ? Négative. Et quand je dis négative, c'est une puissance de désordre. Et c'est le signe du déclin impérial américain. Nous sommes aujourd'hui sur un autre versant de l'histoire. Nous sommes passés de l'autre côté, avec un président des États-Unis qui semble se délecter du désordre qu'il est en train de créer. Mais pardon, Dominique dans la région. Vous faites comme si c'était Néron. On peut aussi lire les choses tout à fait à l'inverse. C'est-à-dire, si on avait attendu que les Iraniens aient la bombe atomique, là, c'était le désastre. Parce que laisser à ce régime fanatique, on peut pas nier qu'il le soit, ce régime fanatique avoir la bombe nucléaire, alors oui, là, c'est le désastre militaire, économique, tout ce que vous voudrez. Et la destruction d'Israël, d'ailleurs. Darius Rochebin, permettez-moi de vous inviter à un peu de mesure. On peut tout dire, tous les arguments sont bons et on peut jouer à faire peur. On peut effectivement dramatiser le risque nucléaire iranien. Ce risque, et Gérard Haraud, mon ami vous l'a rappelé il y a quelques instants, ce risque n'était pas un véritable risque. Et ce sont les Américains, la chef des renseignements américains qui le dit, et toute la communauté internationale, à commencer par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce risque... Elle ne dit pas tout à fait ça. Elle dit, pardon, non, je me permets de contredire pour être très précis, elle disait que les 400 kilos d'uranium enrichi, ils les avaient, et qu'effectivement, ils n'avaient pas la preuve, mais ça, avoir la preuve, c'est autre chose, qu'ils étaient au stade de l'amener à la bombe. Oui, et qu'ils n'avaient pas repris depuis le mois de juin 2025, depuis les frappes israélo-américaines, qui n'avait pas repris un programme allant dans le sens d'un enrichissement maximal de l'uranium. C'est vrai, mais pardon, Dominique Villepin, dans le doute, si le doute vous concernait vous, s'il y avait une arme braquée sur vous, vous ne diriez pas « Oh, mais ça n'a pas l'air d'être ça ». Le doute ne profite pas dans ce cas-là à celui qui va tirer. Alors, je vais faire un pas vers vous, parce qu'il faut essayer toujours de comprendre les arguments qui vous sont opposés. S'il y avait un doute, il fallait choisir le chemin qui permettait de lever le doute. Là, c'est le chemin inverse qui est pris.
Le chemin qui permettait de lever le doute, c'était d'aller, comme Donald Trump ne l'a pas fait en 2018, d'aller dans le sens d'une négociation qui permettait d'obtenir les garanties que le programme nucléaire serait laissé de côté. Donc à la fin, on voit bien que ce que font les Israéliens, comme ce que font les Américains, va dans le sens opposé de la levée du doute et de la réduction de la menace. La menace est encore plus forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs signaux qui sont adressés au monde qui vont dans le sens d'une instabilité encore plus grande. La première leçon que vous tirez, si vous êtes une puissance moyenne dans le monde, c'est la nécessité absolue d'obtenir l'arme nucléaire. C'est le premier constat que font aujourd'hui l'Arabie Saoudite, très proche du Pakistan, la Turquie ou toute autre puissance moyenne dans le monde. Mais aussi le constat qu'on peut les en empêcher. Parce que, pardon, Monsieur le Premier ministre, allez, moi aussi je vais faire un pas vers vous. Vous voyez, moi aussi je peux être généreux. Vous êtes généreux. Admettons, oui, que ce soit une politique d'empire. Mais au fond, est-ce qu'elle fonctionne d'un point de vue cynique ? Les Américains ont eu la peau de Kadhafi, la peau de Saddam Hussein, la peau de qui d'autre ? D'un certain nombre de gens, de Milosevic. Et peut-être que s'ils arrivent à faire tomber ce régime, quand vous regardez la carte du Proche-Orient, effectivement, l'empire américain, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, que ce soit par des procédés immoraux ou non, l'empire américain aura étendu sa force, non ? Alors, on va continuer dans cette politique-là. Est-ce que le chaos est plus rassurant qu'une menace qui peut être circonscrite, mise entre parenthèses, pas réduite de façon absolue? Ça demande un grand travail, un travail diplomatique, un travail stratégique. Est-ce que le chaos syrien, irakien, libyen, qui a conduit à la guerre du Sahel, qui a conduit, pour ce qui concerne l'Irak, à la naissance de l'État islamique, le terrorisme dont nous avons tous subi les conséquences, ce qui va naître sur les décombres, s'ils poursuivent à une destruction totale, d'abord la mort de beaucoup d'Iraniens, de toutes les infrastructures, dans un pays considérablement fragilisé, si on s'attaque par exemple aux usines de désalinisation. Est-ce que ce chaos-là ne va pas créer un syndrome de revanche extrêmement puissant dans le monde? C'est-à-dire que l'aventure, contrairement à ce que vous croyez, vous pensez qu'on va réduire l'incertitude. Moi, je vous dis, et c'est la leçon de l'Irak, et je regrette pour ma part que les voix qui se sont élevées à l'époque, Jacques Chirac, dans le cas de l'Irak, le général de Gaulle. Qu'a dit le général de Gaulle en 1966 face à la guerre du Vietnam, qui a été autrement plus longue que celle-ci, pour le moment? Qu'a dit le général de Gaulle à Phnom Penh? Il a expliqué vers quel monde les Américains allaient nous entraîner. Aujourd'hui, l'Amérique nous entraîne dans un monde qui est plus menaçant, plus dangereux, plus instable, et dont tous les citoyens du monde vont payer le prix. Donc il n'y a en aucune façon, sauf peut-être sur ce plateau, et pour faire plaisir au goût de la rhétorique qui est le vôtre, qu'on puisse à aucun moment se réjouir de ce qui est en train de se passer. Dans aucun cas, nous ne vivons dans un monde plus sûr. Vous invoquez les mains du général de Gaulle. Que ferait-il? Vous avez été auprès de Jacques Chirac, celui qui a dit non à la guerre contre l'Irak, à l'invasion de l'Irak par les Américains. Que feriez-vous? C'est-à-dire, en termes de condamnation notamment, pas seulement en termes de blabla, mais en termes de condamnation, en termes d'action contre cette guerre. Alors, d'abord, je vous rappelle, avec beaucoup de civilité, que la diplomatie, c'est pas du blabla. C'est pas du blabla. Le général de Gaulle à Phnom Penh, c'est pas du blabla. La France en Irak en 2003, c'est pas du blabla. Tout simplement parce que ça donne des repères au monde, ça donne de l'espoir à des sociétés, ça montre qu'il y a un autre chemin et que, dans le meilleur des cas, les hommes en tirent de bonnes leçons. Donc, aujourd'hui, mon principal regret dans la phase actuelle, c'est que l'Europe ne soit pas capable d'être à la hauteur de l'histoire et de parler d'une seule voix pour condamner la politique américaine avec la plus grande fermeté. Et ce message, il s'adresserait au premier chef au peuple américain. Le peuple américain est aujourd'hui à un moment où il contribue à la déstabilisation du monde. Alors, ils vont en payer le prix aussi, et les midterms sans doute sanctionneront Donald Trump. Mais l'Amérique aujourd'hui est une source d'inquiétude, c'est une source de peur et d'inquiétude pour la communauté mondiale. Une chose est sûre, cette interview ne laisse pas indifférent. Et vous, pensez-vous que la France peut encore peser face aux grandes puissances? Ou sommes-nous déjà entrés dans un nouveau monde où tout se joue sans nous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que vous venez d'entendre pourrait bien être le début d'un tournant historique.